Bien, bonjour à tous. Donc on va continuer sur des projets LIFE, un deuxième dans la matinée, mais qui traite donc ici spécifiquement de la problématique des espèces exotiques envahissantes. Alors je ne vais pas détailler tout le projet, c'est un projet avec beaucoup de partenaires et beaucoup d'actions. L'idée générale étant d'améliorer la prise de données sur le terrain pour aider à la prise de décision pour savoir où et quand gérer. Et donc il y a vraiment dans ce projet l'idée de priorisation, prioriser les espèces à gérer, prioriser les sites, notamment sur leur position géographique, mais aussi prioriser les méthodes de gestion. Et tout ça est censé être intégré dans un outil d'aide à la décision qui est vraiment un délivrable important du projet. Et aujourd'hui, je vais détailler une étude qu'on a fait donc non pas en marche, ça fait partie vraiment du projet, mais donc c'est une action peut-être un peu plus exploratoire sur le choix des méthodes de gestion. Parce que quand on est face à... Donc quand on a choisi l'espèce, qu'on a sélectionné le site, il faut encore choisir la méthode la plus adaptée. Typiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les coûts de la méthode, son efficacité. L'idée ici, c'est d'ajouter un troisième critère de sélection qui est l'impact de la méthode choisie sur les services écosystémiques. Alors, pour être honnête, c'est quand même aussi quelque chose qui a été un peu demandé par les évaluateurs du projet au niveau européen, c'est cette notion de service écosystémique qui se mettait pas de manière tout à fait évidente au départ, mais en fait, ça a permis de réfléchir et d'avancer quelque part sur des parties moins connues. Donc on a fait cet exercice pour, d'une part, les plantes aquatiques, d'autre part, les plantes rivulaires, à chaque fois pour les espèces qui sont listées au niveau du règlement européen 1143-2014. Donc on a travaillé de façon séquentielle. On a d'abord dû évidemment choisir les méthodes de gestion qu'on gardait dans le cadre de ce projet. On a dû adapter le cadre conceptuel, ça a été, on va dire, la grosse partie de ce travail. On a fait l'évaluation proprement dite et les analyses nous ont donné donc des matrices que l'on peut inclure dans cet outil d'aide à la décision qui permettront aux gestionnaires de poser des choix. Donc au niveau de la sélection des méthodes, on a travaillé de manière assez classique. On a fait une recherche de la bibliographie assez poussée pour trouver donc, toutes les occurrences de gestion de nos espèces. On a ajouté toutes les données plus techniques, les guides de gestion, les rapports d'autres projets LIFE, etc., pour avoir un corpus de littérature assez conséquent qu'on a trié. En fait, on a rassemblé les méthodes en des tout cohérents pour évaluer sur base de la littérature leur efficacité, tant dans l'éradication que dans le contrôle, le contrôle étant le maintien d'une population basse. Et sur base de cette première sélection, on l'a confronté à nos partenaires, aux gestionnaires de terrain, pour voir l'efficacité telle qu'elle est perçue sur le terrain, la faisabilité et l'acceptabilité aussi, pour définir ce qu'on appelle des bonnes pratiques de gestion, les best practices en anglais, puisque, par exemple, des méthodes sont peu acceptables, comme l'utilisation d'herbicides. C'est vraiment à ce stade-là qu'elle a été écartée, donc on n'utilisera pas ces méthodes dans le projet. Donc les méthodes qu'on a gardées pour les plantes aquatiques sont celles-là. Donc il y a la privation de lumière par des couvertures flottantes ou par des couvertures benthiques type toile de jute, l'arrachage manuel bien entendu, l'intervention de machinerie plus lourde, soit flottante, soit terrestre pour l'arrachage. Il y a l'introduction d'un agent de contrôle lui-même exotique qui est la carpe herbivore, donc un poisson qu'il est possible de produire de façon stérile, triploïde, et qui se nourrit de plantes aquatiques. On a le curage, donc vraiment le retrait du substrat en plus de la plante, donc vraiment un retrait de quantité importante de substrat, et une méthode peut-être un peu plus radicale, mais qui est la seule à permettre l'éradication de certaines espèces, qui est le changement d'écosystème. En fait, on va transformer l'écosystème aquatique fortement envahi en un écosystème terrestre, où il y aura de la restauration, en tout cas de la revégétation. Pour les plantes rivulaires, c'est un peu plus simple. On a des méthodes plus classiques, je vais dire, d'arrachage, de débroussaillage, d'intervention de machinerie lourde, ou alors l'utilisation d'herbivores, donc le pâturage. Donc on avait notre liste de méthodes. C'est une liste de méthodes qui sert ici et qui servira de façon plus générale dans le projet. Et puis il a bien fallu adapter ce cadre conceptuel, parce qu'en fait il existe une guideline, donc un rapport
qui dit comment utiliser cette notion de service écosystémique dans les projets live. Donc, a priori, ça paraît facile, mais elle est basée sur la méthode assez bien connue, donc d'établir une matrice avec les écosystèmes en colonne. Oui, les services des écosystèmes en colonne, les écosystèmes en ligne, avec l'idée que chaque écosystème fournit des services, et donc on peut relier les uns les autres par une valeur de service. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans notre cas, ça n'était pas adapté, puisque nous, on ne s'intéressait pas tellement aux écosystèmes, mais plutôt aux méthodes de gestion. C'est vraiment ça le cœur de la question qu'on a posée. Ces méthodes de gestion, elles ne sont pas tout à fait les mêmes pour toutes les espèces, donc on pouvait aussi tenir compte des espèces. Différents écosystèmes peuvent être envahis, et donc on pouvait aussi garder ces écosystèmes. Et en plus, on ne s'intéresse pas tellement à un état, mais plutôt à un changement d'état du fait de la gestion. Et donc il y a aussi la question on va dire, du laps de temps, l'aspect temporel. Est-ce qu'on s'intéresse au changement d'état sur un temps relativement court, auquel cas on va peut-être finalement avoir des pertes de services du fait qu'on est en train là, de gérer avec peut-être des machineries lourdes sur le terrain, alors que si on s'intéresse à un pas de temps plus long, a priori, on va avoir quand même un retour vers un écosystème plus stable et des services qui sont fournis plus intéressants. Et donc, en fait, notre première approche a été juste de rajouter tout ça dans la matrice. Et puis, on s'est rendu compte que ce n'était pas possible. La matrice était beaucoup trop grande. On avait des milliers de cellules si on prenait tout en compte, puisqu'on avait pour différents écosystèmes, différentes espèces avec différentes méthodes de gestion. Et donc, on s'est rendu compte que les experts n'allaient pas remplir une telle matrice. C'était beaucoup trop vaste, beaucoup trop ambitieux. Donc, on a dû avoir une approche simplificatrice. On l'a eu par en fait, le fait de poser une série d'hypothèses de travail. Notamment, donc, une même méthode peut être utilisée et évaluée pour différentes espèces. L'idée, c'est que si on vient avec des machines pour curer dans un étang, que ce soit pour de la jussie ou de l'hydrocotyle, a priori, c'est surtout le fait de curer qui va influencer l'écosystème. On va aussi éliminer la distinction entre écosystèmes. On va dire qu'on va demander aux experts d'imaginer des situations typiques d'invasion, des écosystèmes fortement envahis par les espèces en question. Et on a aussi effectué un tri dans les services écosystémiques, certains n'étant pas pertinents. Donc ça, on a fait des tris avec les experts. Ce qui nous a permis d'avoir une matrice, quand même, un squelette de matrice beaucoup plus simple, avec les méthodes de gestion en ligne et l'évolution du service écosystémique sur une période de 1 an et de 5 ans en colonne. Encore fallait-il savoir comment donner une valeur à chaque cellule, puisque pour l'évaluation par les experts, il faut que les choses soient très claires et qu'il n'y ait pas de confusion. Or, ça a été un point un peu difficile d'une part pour tomber d'accord et pour l'expliquer pour l'évaluation, parce qu'on est vraiment sur un schéma dynamique et on va regarder l'évolution d'un service sur un certain pas de temps, avec comme point de départ l'écosystème fortement envahi. Ça a été un petit peu compliqué pour certains experts, c'est qu'on ne part pas d'une situation véritablement de départ avant invasion. On considère, nous, l'impact de la gestion, et donc on part d'un écosystème envahi vers un écosystème géré. Même si, certes, le service a déjà évolué dans le cadre de l'invasion. Il est très vraisemblable que l'invasion par une plante aquatique ou une plante rivulaire change le service. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a décidé de ne pas étudier dans ce cadre-ci. Ça a déjà été un petit peu fait par ailleurs. On se place vraiment après cette invasion et dans le cadre de la gestion, donc sur 1 an et sur 5 ans, avec un système de quantification qu'on peut décrire comme le plus 2 étant une amélioration nette du service, plus 1 une amélioration modérée, le 0 en fait un état comparable à la situation d'invasion, et moins 1, moins 2, des pertes de service modérées ou nettes. Donc une évaluation sur 2 pas de temps a été demandée aux experts. Donc on avait notre cadre conceptuel, il restait à embarquer des experts pour cette évaluation, ça n'a pas non plus été une mince affaire. Donc on a fait un système en ligne pour pouvoir le diffuser de façon très large par email auprès d'experts qui sont soit des scientifiques, soit des gestionnaires. On a fait des ateliers dans un premier temps pour adapter la méthode d'évaluation et puis pour la diffuser
pour embarquer les experts dans l'expérience. On a envoyé des centaines et des centaines de mails, on a contacté, je crois, près de 300-400 personnes. Mais c'est vrai que c'était une enquête déjà relativement conséquente. Au final, on a eu 26 participations, avec un nombre d'évaluations par cellule allant, on va dire, autour des 8 pour les plantes aquatiques et autour des 14 pour les plantes terrestres, ce qui au final, quand on compare à la littérature, n'est pas si mal. Donc, on a eu cette phase d'évaluation qui a duré quelques mois et on a pu donc analyser. Donc, l'idée de ces analyses, je ne présente pas toutes les analyses possibles, mais les principales, c'est donc pour chaque cellule qui a été évaluée par différents experts, donc la cellule a la même place dans la matrice, mais pour toutes les évaluations réalisées par les différents experts, on va calculer 2 paramètres, la moyenne, qui nous dit, sur base de l'expertise de tous ces gens, comment a évolué le service, est-ce qu'il a augmenté, est-ce qu'il a diminué, est-ce qu'il est resté similaire, et le coefficient de corrélation interclasse, qui est une mesure à la fois du consensus et de la fiabilité, autrement dit, est-ce que tous les experts ont dit la même chose? C'est un indice qui vaut 1 si tout le monde a mis la même valeur dans la cellule et qui tend vers 0 si tous les experts ont mis des valeurs différentes. Alors, voilà les résultats, ce sont donc les matrices qui pourront être utilisées dans l'outil d'aide à la décision. Ce qu'on voit, c'est que au niveau de l'évolution sur un temps court, au niveau de 1 an, donc 1 an après la gestion, c'est très rouge. C'est assez, assez négatif de voir que, quelle que soit la méthode choisie, à part un peu l'arrachage manuel, déjà l'arrachage manuel, en fait, on est sur un statu quo, et pour le reste, en fait, on dégrade les services dans la quasi-totalité des cas, et vous voyez que ce soit des services d'approvisionnement, de régulation ou des services culturels, on a un patron assez similaire. Au bout de 5 ans, heureusement, j'ai envie de dire, on a une situation un peu plus positive et aussi un peu plus contrastée. Donc on voit que certains services en fait restent, il y a beaucoup de jaune autour de 0, certains services restent assez similaires, finalement il n'y a pas de nette évolution. On a quand même une amélioration de certains services, notamment dans les services culturels, sauf pour 2 méthodes. L'introduction de la carpe herbivore, ça c'était un peu une surprise, on va dire, elle a vraiment été évaluée de façon très mitigée, voire négative par l'ensemble des experts. Et donc la gestion des plantes aquatiques par cette méthode ne semble pas permettre à long terme une amélioration, en tout cas pas nette. Et sans surprise, j'ai envie de dire, le changement d'écosystème, évidemment, s'accompagne d'une perte assez massive de services écosystémiques des milieux aquatiques. On a eu, comme je vous le disais, finalement assez peu d'experts qui ont réalisé, en tout cas en comparaison de ce qu'on aurait bien voulu, mais finalement on est dans des gammes de fiabilité tout à fait valables en comparaison de la littérature. Pour les plantes rivulaires, on a une situation peut-être un peu moins problématique. On voit qu'on a moins de pertes de services, même sur 1 an, à part pour l'intervention de la machinerie lourde, mais pour les autres méthodes, on est sur plutôt un statu quo. Et en ce qui concerne l'évolution au bout d'1 an, on arrive à, je dirais, quelque chose de plutôt positif, avec bien sûr des nuances, mais sans rentrer dans les détails, on voit quand même qu'on est sur une matrice assez positive. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout cela? D'une part, c'est que ce n'est pas évident de mener ce genre d'études. On s'est quand même beaucoup creusé la tête pour essayer de trouver une méthode qui était réaliste et on a dû, de toute évidence, sacrifier la précision. Certains experts auraient voulu plus de nuances en disant voilà, moi je veux bien évaluer, mais ce n'est pas la même chose de le faire pour la Jussique ou pour l'hydrocotyle, ce n'est pas la même chose de le faire dans un étang que dans un fossé, certes, mais d'un autre côté, on a bien vu qu'on était déjà avec une enquête assez longue et assez fastidieuse, et donc on a vraiment trouvé un équilibre. Il aurait pu être autre, on aurait peut-être dû simplifier encore pour avoir plus de réponses. Au niveau des résultats, on voit quand même de façon assez nette que gérer les espèces exotiques envahissantes, sur le court terme, ça influence négativement
les services écosystémiques, surtout dans les milieux aquatiques. On voit aussi que certaines méthodes, en tout cas sur base de ce critère, paraissent moins intéressantes que ce qu'on pensait au début, en tout cas avec la discussion des experts et avec la littérature. Et heureusement, j'ai envie de dire, on voit quand même que sur le long terme, cette gestion des espèces exotiques envahissantes, elle a des effets positifs sur beaucoup de services. Et j'ai envie de dire heureusement, parce qu'on a encore 4 ans pour gérer toute une série de sites. Ça nous sera un peu ennuyé d'avoir des matrices toutes rouges jusqu'à le long terme. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'en profite pour remercier les experts qui ont participé à cette étude, ainsi que tous nos partenaires.